Salut mes amis, l'histoire que vous allez entendre, on y passera aussi dans la partie 3 de résumé de l'histoire de l'humanité, mais avant il faut quand même que vous sachiez les choses, donc je vous mets les choses dans le bon ordre. Le récit que vous allez entendre est un récit qui est totalement vrai à 100%, et c'est le témoignage de l'un des gardes de la reine justement, au palais de Windsor. Vous connaissez tous la famille royale en Angleterre. C'est une famille, comme je vous l'ai dit, regardez ma vidéo sur les reptiliens, vous comprendrez que voilà, tous les riches, etc., la monarchie, enfin bref, tout ça, ce sont des êtres qui étaient non humains. Il y en avait des bons, mais il y en avait qui étaient, depuis quelques milliers d'années, depuis 2000 ans, comme vous le savez, ils ne sont tous sauf bons, justement, parce que le monde il est dirigé par la corruption, la pédophilie, le cannibalisme, etc. Vous verrez dans la partie 3. Mais je vous mets ce récit car il est à glacer le sang et c'est la réalité de ce qui se passe réellement dans votre petit monde. Donc je parlerai de ce qui se passe à l'Élysée bien évidemment aussi, mais on va commencer par l'Angleterre, qui est très sombre, Londres et tout ça, c'est sombre, la pluie, l'humidité, etc. Enfin bref, l'ambiance, ce n'est pas pour rien qu'elle est comme ça, au-dessus de cette zone, alors que l'Écosse et les fées, les lutins, c'est beaucoup plus joli, etc. Mais il y a une réelle guerre entre l'ombre et la lumière qui se passe juste à côté de vos côtes françaises et partout dans le monde. Mais bon, je vous le dis au jour d'aujourd'hui, la lumière a largement pris le dessus, et encore heureux parce qu'on fait notre travail. Mais il se passe des choses que vous n'imaginez même pas. Observez juste l'architecture du palais de Windsor, par exemple, et vous repérerez très vite les signes, par exemple, entre guillemets, francs-maçons. Mais voilà la réalité derrière tout ceci, les loulous. Que sais-tu vraiment sur la reine Elisabeth? Pendant des décennies, elle a été vue comme le symbole de la stabilité et de la tradition. Mais si je te disais que derrière son sourire parfait et son trône doré se cachait quelque chose de terrible? Quelque chose que la plupart des gens n'auraient jamais imaginé. Dans cette histoire, révélée par quelqu'un qui a vécu les horreurs à l'intérieur du palais de Buckingham, tu vas découvrir des secrets sombres qui dépassent l'entendement. Des choses qui vont bien au-delà des théories du complot. Un ancien garde royal, marqué à jamais par les choses horribles qu'il a vues, a décidé de briser le silence. Il a vu la reine comme personne d'autre ne l'a jamais vue. Et ce qu'il a découvert pourrait bouleverser tout ce que tu penses de la monarchie. Si tu crois avoir tout vu ou entendu, je te garantis que cette histoire va changer ta vision du monde. Reste jusqu'à la fin et découvre les horreurs cachées que le palais de Buckingham n'a jamais voulu que tu saches. Tu es sur le point de connaître des secrets que beaucoup préféraient ignorer. Mais attention, ce que tu vas découvrir pourrait changer ta vie à jamais. Mais avant que nous explorions ensemble cette histoire intrigante, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun de mes récits sur les mystères qui nous entourent. Embarquez avec moi dès maintenant dans ce voyage plein d'énigmes. À la prochaine station. Je ne peux pas dire mon nom, pas par lâcheté mais par précaution. Ce que je vais raconter ici pourrait me coûter la vie, mais après tout ce temps, je sens que le monde doit savoir. J'ai servi comme garde royal au palais de Buckingham de 1981 à 2003. Pendant ces 22 années, j'ai vu des choses que personne ne croirait. Mon histoire commence bien avant cela. Je suis né en 1957, dans une petite ville paisible au cœur de l'Angleterre. J'ai grandi avec un profond sens du devoir et de la discipline, inspiré par la figure imposante des gardes royaux. Ces hommes, immobiles devant le palais, représentaient la loyauté et le respect. J'ai passé des années à me préparer physiquement et mentalement pour devenir l'un d'eux. J'ai intégré la garde royale en 1981. L'entraînement était rigoureux, axé sur le silence et la discipline. Quand j'ai enfin été affecté au palais de Buckingham, ma famille était remplie de fierté. Mais je me suis vite rendu compte que ce poste avait une part d'ombre. Mes premiers mois étaient relativement ordinaires, mais j'entendais des murmures de collègues plus anciens à propos de zones interdites et d'événements étranges. On m'a conseillé de ne poser aucune question et de suivre mes ordres sans hésitation.
Au début, je pensais que c'était juste des exagérations ou des superstitions de vétérans, mais j'ai rapidement commencé à remarquer des choses inhabituelles. Travailler au palais de Buckingham semblait être le summum de la discipline et de l'organisation, mais il y avait quelque chose dans cet endroit qui me mettait toujours mal à l'aise, le silence. Je ne parle pas seulement du silence des gardes royaux immobiles à leur poste. C'était un autre type de silence. Quelque chose d'imposé, presque forcé, surtout lorsqu'il s'agissait de ce qui se passait à l'intérieur du palais. Même pendant nos moments de pause, dans les coulisses où nous pouvions nous détendre un peu, c'était comme si tout le monde savait qu'il y avait des sujets dont il ne fallait jamais parler. Quand un nouveau garde, souvent un jeune plein d'énergie et de curiosité, commençait à poser des questions sur des zones du palais ou des événements étranges, les vétérans changeaient rapidement de sujet. Ne pose pas de questions que tu ne devrais pas poser. C'était la phrase que nous entendions le plus. Une phrase presque automatique, prononcée sans émotion, mais avec un ton qui montrait clairement qu'ils essayaient de nous protéger de quelque chose de plus grand. Il y avait des zones entières du palais qui nous étaient totalement interdites. Peu importe si vous étiez là depuis quelques mois ou plusieurs décennies. Certaines portes restaient toujours fermées et personne ne semblait prêt à expliquer pourquoi. Certains couloirs souterrains étaient mentionnés de temps à autre, mais toujours sur le ton de la plaisanterie, comme s'il s'agissait de légendes entre gardes. Pourtant, dans les regards des vétérans, on voyait autre chose. De la peur. C'était une peur discrète, presque imperceptible. Mais je savais qu'elle était là. Certaines nuits, pendant nos pauses, je voyais les gardes les plus anciens rester silencieux, fixant le vide, comme s'ils revivaient quelque chose qu'ils ne pourraient jamais partager. Je me souviens d'une fois, peu après mon arrivée, où j'ai osé poser une question à un vétéran sur l'une de ces zones interdites. C'était un homme avec près de 30 ans de carrière, un modèle de professionnalisme. Mais à cet instant, il m'a regardé avec une expression que je n'oublierai jamais. « Écoute, gamin », m'a-t-il dit d'un ton bas et ferme, comme s'il me confiait un secret dangereux. « Si tu veux vieillir dans ce boulot, oublie ce que tu vois et ne fais jamais plus que ce qu'on te demande. » Il s'est penché un peu plus près de moi et a chuchoté « Il y a des choses dans ce palais que personne ici ne comprend. Ne cherche pas à comprendre. La curiosité, ici, ça tue. » Ces mots m'ont hanté pendant longtemps. La manière dont il les avait prononcés, avec tant de conviction et une pointe de désespoir, m'a glacé le sang. Après cela, j'ai remarqué que d'autres vétérans agissaient de la même manière. Ils ne donnaient jamais de réponse claire sur les zones interdites ou les rumeurs. Et à chaque fois que quelque chose d'étrange arrivait, comme des bruits bizarres venant de couloirs vides ou des lumières vacillantes là où il ne devrait pas y en avoir, tout le monde faisait semblant de ne rien voir. J'ai essayé de suivre leur exemple, mais la curiosité est une force difficile à maîtriser. Parfois, quand tout était trop calme, je pensais à ces portes verrouillées, à ces couloirs souterrains et à ces histoires inavouées. Plus je tentais d'oublier, plus mon esprit s'y accrochait. Ma première expérience vraiment étrange s'est déroulée une nuit qui avait commencé comme toutes les autres. C'était un service habituel, long et silencieux, où la monotonie nous faisait presque oublier que nous étions au cœur de l'une des institutions les plus importantes du monde. Le palais de Buckingham baignait dans un calme particulier, le genre de silence où même le bruit de nos propres pas semblait trop fort. Puis, quelque chose d'inattendu est arrivé. Depuis mon poste, j'ai vu un groupe d'hommes habillés en noir entrer par l'une des entrées latérales du palais. Leur mouvement a tout de suite attiré mon attention. Ils ne ressemblaient pas à l'équipe de sécurité habituelle. Il y avait quelque chose dans leur façon de bouger, rapide, coordonnée, presque furtive, qui a immédiatement éveillé mon instinct. Ils transportaient de grandes caisses métalliques. Chacune faisait environ 1 mètre de long, avec des bords arrondis et une apparence robuste, comme quelque chose qu'on s'attendrait à voir dans une installation militaire. Pas ici. Ce qui m'a encore plus intrigué, ce sont les symboles étranges gravés sur les côtés des caisses. Ce n'étaient ni des lettres ni des chiffres. Ça ressemblait davantage à des runes ou à des motifs géométriques, totalement inconnus pour moi.
Pendant qu'il passait, j'ai remarqué que les caisses émettaient un son grave, continu, presque comme un bourdonnement. Au début, j'ai cru que c'était mon imagination, mais plus je me concentrais, plus le bruit devenait évident. C'était un son étrange, presque hypnotique, qui semblait modifier l'air autour, créant une légère vibration. Ma curiosité a vite grandi. Qui étaient ces hommes? Que contenaient ces caisses? Pourquoi entraient-ils dans le palais si tard dans la nuit, sans escorte visible ni protocole de sécurité habituel? J'ai décidé de poser la question à un collègue plus expérimenté, quelqu'un qui travaillait là depuis longtemps. Ce n'est pas nos affaires. Oublie ce que tu as vu, m'a-t-il répondu en secouant la tête avec une expression grave. Son ton m'a fait taire immédiatement. Il n'y avait aucune place pour d'autres questions. Mais malgré ça, je n'ai pas pu oublier. Les semaines suivantes, j'étais obsédé par ce que j'avais vu. Je me suis mis à observer de plus près, à surveiller les horaires et les mouvements à l'intérieur du palais. Mais personne ne semblait vouloir en parler. C'était comme si ces caisses et les hommes qui les transportaient étaient invisibles pour tout le monde, sauf pour moi. Les gardes les plus anciens changeaient de sujet dès que j'essayais d'en discuter. Ne te mêle pas de ce qui ne te regarde pas. C'est le conseil que j'ai entendu plusieurs fois. Mais leur silence ne faisait qu'accroître mes soupçons. Pourquoi personne ne questionnait quelque chose d'aussi étrange? Le bourdonnement des caisses continuait d'écho dans ma mémoire, comme s'il s'était gravé dans ma tête. Et ces symboles gravés dessus, je n'ai jamais pu effacer cette image de mon esprit. C'était une nuit ordinaire, après des mois de service, que ma vie a pris un tournant dont je ne pourrais jamais revenir. Pendant ma ronde habituelle, je marchais dans l'un des couloirs les plus isolés du palais de Buckingham, une zone qui, la nuit, était presque toujours déserte. C'est un endroit si calme que même le bruit de mes pas résonnait plus fort que d'habitude. En tournant au coin d'un couloir, quelque chose a immédiatement attiré mon attention. Une porte. Mais pas n'importe quelle porte. Une de celles qui, en principe, devait toujours rester fermée à clé. Ce soir-là, elle était entrouverte. Cette porte se trouvait au bout d'un couloir presque jamais emprunté. C'était une zone où je passais souvent rapidement, un peu par habitude, un peu parce qu'elle dégageait une étrange sensation de malaise que je n'avais jamais pu expliquer. Mais ce soir-là, quelque chose était différent. Une lumière pâle et vacillante, semblable à celle d'une bougie, s'échappait par l'entrebâillement. En même temps, j'entendais un son étrange. Quelque chose de métallique, comme des chaînes qui grinçaient ou des pièces en mouvement. Pendant quelques secondes, je suis resté figé. Mon entraînement me dictait d'ignorer cela et de continuer ma ronde, mais ma curiosité m'a retenu. Quelque chose en moi disait que c'était ma chance de découvrir ce qui se cachait vraiment dans ce palais. J'ai pris une grande inspiration, vérifié que personne ne me regardait, et j'ai poussé la porte. De l'autre côté, je suis tombé sur une vision inattendue. Un escalier étroit en pierre qui descendait à un angle abrupt. Il semblait vieux, très vieux, avec des marches usées et légèrement poussiéreuses. L'air qui s'échappait de là était différent, plus froid, humide et chargé d'une odeur métallique. Chaque pas que je faisais en descendant ces escaliers semblait plus lourd que le précédent. Ce n'était pas qu'une fatigue physique, c'était quelque chose de plus profond, comme si l'endroit lui-même cherchait à me repousser. Le son métallique que j'avais entendu plus tôt devenait plus clair. Ce n'était pas constant, mais plutôt intermittent, comme si quelque chose était lentement déplacé au loin. Quand j'ai finalement atteint le bas de l'escalier, j'ai découvert une scène digne d'un cauchemar. Le couloir où je me trouvais maintenant était complètement différent du reste du palais. Les murs étaient faits d'un matériau sombre qui réfléchissait étrangement la lumière, comme s'ils étaient humides. L'air y était encore plus glacé, et chaque respiration formait un petit nuage devant mon visage. Le silence était presque total, interrompu seulement par ce bruit métallique lointain. Autour de moi, il y avait plusieurs portes métalliques, chacune équipée de petits hublots, mais je n'ai pas eu le courage de regarder à travers à ce moment-là. Quelque chose au fond de moi disait que ce qui se trouvait derrière ces portes était pire que tout ce que je pouvais imaginer. Tout dans cet endroit semblait anormal. Le couloir était beaucoup trop long, bien plus qu'il n'aurait dû l'être pour une structure souterraine.
Les lumières étaient rares, émettant une lueur jaunâtre, et clignotaient comme si elles allaient s'éteindre à tout moment. Mais ce qui m'a le plus marqué, c'est la sensation d'être observé. Il n'y avait personne à part moi, mais j'étais convaincu que quelque chose me regardait. Soudain, un bruit plus proche, un claquement sec, comme une porte qui se ferme quelque part au fond du couloir, a interrompu mes pensées. Mon corps s'est figé. Je savais que je devais faire demi-tour, mais je savais aussi que je ne pourrais jamais oublier ce que j'avais entendu. Quelque chose dans ce couloir cachait un secret terrible, et je sentais que j'avais franchi une limite dont je ne pourrais revenir. Je me suis mis à avancer dans ce couloir sinistre, et plus j'avançais, plus il semblait étrange. Il était interminable, comme s'il s'étirait à mesure que je marchais. Impossible d'estimer la distance, mais il semblait ne jamais finir. Les portes continuaient, l'une après l'autre, comme des sentinelles gardant des secrets que personne ne devrait découvrir. Tout en moi criait que j'étais allé trop loin. Après avoir marché pendant ce qui m'a semblé une éternité, le cœur battant et les sens en alerte, je suis enfin arrivé à ce qui semblait être la fin du couloir. Il y avait une porte différente des autres, plus grande, avec des charnières épaisses et un petit panneau électronique sur le côté. Mais à ma grande surprise, elle n'était pas verrouillée. Ma main tremblait en tournant la poignée métallique. La porte s'est ouverte avec un grincement, révélant ce qui ressemblait à une chambre froide. Le premier choc est venu de la vague de froid qui m'a frappé. L'air était glacial, sec et chargé d'une odeur que je n'ai pas tout de suite reconnue, mais que j'ai rapidement identifiée comme celle de la viande crue. La pièce était vaste, mais dépourvue de toute décoration, comme si elle avait été conçue uniquement pour une fonction précise. Les murs métalliques réfléchissaient la lumière blanche et froide des néons. Sur les côtés, des étagères remplies de centaines de paquets en plastique transparent, tous étiquetés avec une écriture nette et blanche. Mon premier réflexe a été de penser qu'il s'agissait d'un dépôt alimentaire. Mais il y avait quelque chose de troublant dans l'organisation. Tout était méticuleusement propre, bien rangé, presque trop parfait pour un simple entrepôt de nourriture. Poussé par la curiosité, ou peut-être par une peur croissante, je me suis approché de l'une des étagères et j'ai pris un des paquets. À travers le plastique transparent, on voyait clairement le contenu. De la viande. Des morceaux parfaitement découpés, presque chirurgicaux. Mais ce qui m'a glacé le sang, c'est l'étiquette. Elle portait un nom, écrit avec soin. Pas le nom d'un fournisseur ni d'une provenance géographique. C'était un nom de personne. Et pas n'importe quel nom, je l'ai immédiatement reconnu. C'était celui d'un journaliste récemment disparu, connu pour enquêter sur la famille royale. Je me souvenais avoir lu son histoire dans les journaux qui parlaient de sa disparition mystérieuse. J'ai remis le paquet en place, mais mon regard s'est accroché aux autres étiquettes. Mes mains tremblaient en prenant d'autres, une par une. Chaque nom était familier. Un activiste disparu, un journaliste d'investigation, une femme qui avait fait les gros titres pour avoir critiqué ouvertement la monarchie. Mon esprit refusait de croire ce que mes yeux voyaient. Mais la vérité était inévitable. Les paquets étaient organisés par date et chacun contenait de la viande humaine. Le choc m'a envahi. Mon estomac s'est retourné et j'ai dû m'appuyer contre une étagère pour ne pas tomber. L'idée que tout cela n'était pas un simple complot ou une théorie absurde, mais une réalité bien concrète cachée dans les profondeurs du palais était insoutenable. Tout commençait à s'emboîter dans ma tête. Les disparitions, les rumeurs, les zones interdites, tout prenait un sens horrible et inimaginable. Ce n'était pas seulement une question de dissimulation ou de complot. C'était quelque chose de bien plus sinistre et viscéral. Cette chambre froide était une preuve irréfutable que ces disparitions n'étaient pas de simples éliminations. Ces personnes étaient littéralement consommées. Je suis resté figé là. Quelques secondes qui m'ont semblé une éternité, ma respiration formant de la buée dans l'air glacial. Je savais que je ne devais pas rester plus longtemps. Chaque minute passée ici augmentait le danger. Mais même en reculant lentement pour sortir de cette salle, les noms sur les étiquettes continuaient de tourner dans ma tête. En quittant la chambre, j'ai compris que j'avais découvert quelque chose qui n'aurait jamais dû être révélé.
Après être sorti de cette chambre froide, je pensais que plus rien ne pourrait me choquer. L'horreur que j'y avais vue semblait déjà suffisante pour me hanter toute ma vie. Mais, en avançant dans le couloir souterrain, j'ai trouvé une autre porte, plus discrète, plus petite et moins intimidante. Pourtant, ce qu'il y avait derrière m'a glacé l'âme encore davantage. La porte a grincé en s'ouvrant, révélant une pièce qui semblait être un mélange de laboratoire et de salle de torture. L'odeur y était différente de celle de la chambre froide. Un parfum chimique, mélangé à quelque chose que je n'arrivais pas à identifier. La lumière était pâle, presque morte, et se reflétait sur des surfaces d'acier qui remplissaient la pièce. Au centre de la salle se trouvait une longue table métallique. Dessus, des instruments étaient éparpillés, et rien qu'en les regardant, j'ai senti un frisson me parcourir. Il y avait des scalpels, des pinces, des seringues de taille inhabituelle et d'autres outils qui ressemblaient à des instruments chirurgicaux, mais d'apparence bien plus rudimentaire, comme s'ils étaient conçus pour infliger de la douleur plutôt que pour sauver des vies. Certains étaient sales, tachés de ce qui ressemblait à du liquide séché d'une couleur rougeâtre que je n'osais pas identifier. Sur les côtés de la pièce, des tables étaient couvertes de papier. Empilés de manière presque méthodique, certains documents étaient partiellement éparpillés, comme s'ils attendaient qu'on les lise. En m'approchant, j'ai remarqué qu'il ne s'agissait pas de papiers ordinaires. C'étaient des rapports médicaux, mais quelque chose clochait profondément. Les mots écrits étaient en langage technique, difficile à comprendre, mais les quelques termes que j'ai reconnus, procédure expérimentale, implantation de tissus non humains et récupération improbable, m'ont glacé le sang. Des schémas étaient dessinés sur certaines pages, représentant des corps humains ouverts, avec des parties remplacées par des éléments qui ne semblaient pas venir de ce monde. Il y avait pire. Beaucoup de ces papiers portaient des signatures et des sceaux officiels. Ce n'étaient pas des documents clandestins, rédigés à la va-vite. C'étaient des archives formelles, avec des tampons qui m'étaient étrangement familiers, probablement liés au palais lui-même ou à une organisation de haut niveau. Cela m'a fait comprendre que tout cela n'était pas l'œuvre d'un groupe isolé ou de marginaux. C'était institutionnalisé. En feuilletant ces piles de documents, chaque nouvelle page était pire que la précédente. L'un d'eux décrivait ce qui semblait être une expérience sur des cellules humaines et des substances dérivées de reptiles. Un autre détaillait des procédures consistant à retirer des organes vitaux pour les remplacer par des implants mécaniques ou biologiques. Mon malaise a atteint son apogée quand je suis tombé sur une fiche en particulier. Elle décrivait une personne, pas seulement en termes cliniques, mais avec une petite biographie. Selon le document, cette personne avait été recrutée via un enlèvement. Apparemment, elle était encore vivante au moment du traitement. Ce qui m'a fait frémir encore plus, c'était la date indiquée sur le document. Il s'agissait de seulement 2 mois auparavant. J'ai regardé autour de la pièce, essayant de comprendre le but de cet endroit. Des tables couvertes d'instruments chirurgicaux et de documents d'expérience. Que se passait-il réellement ici? Est-ce que ces expérimentations impliquaient des reptiliens utilisant des humains pour des recherches? Et pourquoi ces informations étaient-elles conservées avec tant de soin? La réalité se dévoilait devant moi, chaque détail plus insupportable que le précédent. Ces instruments n'étaient pas seulement destinés à des expériences. Ils étaient les outils d'une brutalité inimaginable. Je savais que je devais partir. Chaque seconde passée dans cette pièce me donnait l'impression d'être observé, même si je ne voyais personne. Reculant lentement hors de la salle, je retenais mon souffle. Mais les images des papiers et des instruments sont gravées dans mon esprit à jamais. En explorant cette sous-sol, chaque pas semblait m'entraîner plus profondément dans un cauchemar dont je ne pouvais me réveiller. Le froid de l'air était presque coupant et le silence, jusque-là absolu, fut soudain interrompu par des bruits subtils, des pas lourds et rythmés. Je me suis arrêté net, mon corps figé. Les sons venaient d'un couloir à ma droite. Un mélange de peur et de curiosité m'envahit. Avec précaution, je cherchais un endroit pour me cacher et trouvai une porte entrouverte donnant sur une salle sombre.
Je me plaquai contre le mur, respirant le plus silencieusement possible, et jetai un coup d'œil par la fente de la porte. Dans le couloir, 2 silhouettes émergèrent de l'obscurité. Ils portaient des costumes noirs impeccables, des cravates bien ajustées, et leurs visages étaient dépourvus d'émotion. Chacun tenait un bras d'un prisonnier bâillonné. Le contraste entre leur apparence soignée et l'état du prisonnier était saisissant. Le prisonnier était visiblement sous-alimenté. Ses vêtements étaient déchirés, et sa peau, pâle, semblait presque translucide sous la lumière jaunâtre du couloir. Il était manifestement à bout de force, et ses yeux, enfoncés et écarquillés, reflétaient une terreur pure. Ce n'était pas juste de la peur, c'était l'expression de quelqu'un qui savait ce qui l'attendait. Les hommes en noir le traînaient sans ménagement, comme s'il n'était qu'un objet. Le prisonnier tentait de résister, mais c'était inutile. Ses mouvements étaient faibles, presque automatiques, et les sons étouffés qui s'échappaient de son bâillon ressemblaient à des gémissements désespérés. Ils s'arrêtèrent devant une porte métallique au bout du couloir. L'un des hommes en noir appuya sur un bouton à côté et la porte s'ouvrit avec un bruit mécanique. Une lumière intense et bleutée en jaillit, révélant brièvement ce qui ressemblait à une salle stérile, remplie d'équipements que je ne reconnaissais pas. Sans hésiter, ils poussèrent le prisonnier à l'intérieur. Avant que la porte ne se referme, j'entendis un son grave s'échapper de lui, comme un cri brutalement interrompu lorsqu'ils l'ont jeté au sol. La porte métallique se referma avec fracas, un bruit métallique résonnant dans tout le couloir. Je restais là, paralysé, ma tête essayant de comprendre ce que je venais de voir. Mais avant même que je puisse bouger, un son encore plus troublant résonna dans le couloir. Des cris étouffés. Ils venaient de l'intérieur de la salle où le prisonnier avait été emmené. Des cris perçants, aigus, remplis de douleur et de désespoir. Je savais que je devais partir, mais je ne pouvais pas bouger. Les cris continuèrent pendant quelques secondes qui semblèrent une éternité, avant de s'arrêter brusquement. Le silence absolu revint, mais cette fois, il était plus lourd, chargé du poids de cette souffrance. Quand j'ai finalement retrouvé ma mobilité, je me suis enfui en courant. Je n'ai pas regardé derrière moi, j'ai pas cherché à comprendre davantage à ce moment-là. Je savais que, quoi qu'il se passât dans cet endroit, c'était quelque chose que personne ne devrait jamais voir. Après être sorti de ce couloir macabre, j'ai tenté de reprendre ma routine comme si rien ne s'était passé cette nuit-là. Mais la vérité, c'est que je n'étais plus le même. Les images, les sons et les odeurs de cet endroit étaient gravés dans ma mémoire, comme des cicatrices impossibles à effacer. J'ai essayé d'ignorer, de continuer mes tours et de me convaincre que tout cela n'était qu'un cauchemar dont je finirais par me réveiller. Mais, chaque fois que je fermais les yeux, je voyais encore ces étagères remplies de paquets de viande, les noms sur les étiquettes, les visages de personnes disparues que je reconnaissais. Ces noms me hantaient. C'était comme s'ils me poursuivaient, murmurant au fond de mon esprit. À chaque moment de silence ou de solitude, ils revenaient. Et chaque fois, je me posais la même question. Qu'est-il arrivé à ces gens avant qu'ils n'atterrissent là? Que leur avait-il fait? Mais le pire souvenir, c'était celui du prisonnier que j'avais vu, traîné par les hommes en noir. Son visage désespéré, ses yeux grands ouverts de terreur pure. Il savait qu'il était condamné. Et pendant des jours, des semaines, je n'ai pas pu arrêter de penser à lui. Était-il, lui aussi, devenu un de ces paquets de viande? Cette question me tourmentait plus que tout. Au fond de moi, je connaissais la réponse, mais je ne voulais pas l'accepter. Je ne voulais pas croire qu'un être humain pouvait être traité ainsi, réduit à quelque chose de si vil. Chaque fois que cette pensée me traversait, j'avais la gorge nouée et la bile qui montait. Dormir était devenu impossible. La nuit, les souvenirs de ce couloir revenaient en force. Je revivais chaque instant. Les bruits métalliques, les cris étouffés, ce froid glacial qui semblait couper ma peau. Plus d'une fois, je me suis réveillé en pleine nuit, haletant, le visage couvert de sueur. C'était comme si j'étais encore là-bas, piégé dans ce cauchemar. Et puis, il y avait eu la famille royale. Après tout ce que j'avais vu, je ne pouvais plus les regarder sans ressentir un profond dégoût. Chaque fois que je croisais l'un d'eux dans les couloirs, mon corps réagissait d'une manière incontrôlable.
Mon estomac se retournait et un goût amer montait dans ma bouche. Même entendre le son de leur voix me donnait envie de fuir. Le plus troublant, c'était leur comportement. Ils continuaient à agir comme si de rien n'était. Toujours impeccables, toujours polis, portant cet air de supériorité que le monde entier admirait. Mais moi, je savais. Derrière ces masques parfaits se cachait quelque chose de monstrueux. Quelque chose que personne n'aurait pu imaginer. Chaque jour, il devenait de plus en plus difficile de faire semblant que tout allait bien. Au travail, je m'étais replié sur moi-même, ne parlant que lorsque c'était strictement nécessaire. J'avais peur qu'un mot, un geste, une expression sur mon visage puisse me trahir. J'avais peur qu'ils sachent que je savais. J'évitais certains couloirs, même si cela signifiait désobéir aux ordres. Je préférais être réprimandé que de m'approcher de certaines portes. Rien qu'à l'idée d'entendre à nouveau ces sons, mon cœur s'emballait. Mon esprit était en alerte constante. Le moindre bruit inattendu, la moindre ombre aperçue du coin de l'œil, faisait réagir tout mon corps. Je savais que je ne pouvais faire confiance à personne là-bas. Et pire encore, je savais que je ne pouvais même pas me faire confiance. Le pire, c'était ce poids de la culpabilité. J'étais là, témoin de tout cela, et je ne faisais rien. Mais que pouvais-je faire? À qui pouvais-je en parler? Qui me croirait? Ce conflit intérieur me rongeait lentement, comme si j'étais en train de me détruire de l'intérieur. J'étais un homme brisé, portant un fardeau qui n'aurait jamais dû être le mien. Le moment qui a changé ma vision du monde à jamais s'est produit une nuit apparemment calme. C'était une patrouille comme les autres, dans les couloirs les plus réservés du palais. Je connaissais bien cet endroit, situé près des appartements royaux. La sécurité y était particulièrement stricte, et le simple fait d'être là exigeait une attention et une prudence extrêmes. Cette nuit-là, le palais était incroyablement silencieux. Presque comme si tout autour attendait quelque chose. En marchant, j'ai remarqué une porte entr'ouverte. Mon cœur s'est immédiatement emballé. Cette porte, en particulier, était toujours fermée. Toujours. C'était une règle que même les gardes les plus anciens respectaient sans poser de questions. Pendant un instant, j'ai pensé à continuer mon chemin, mais la curiosité a pris le dessus. Je savais que je risquais une réprimande, voire pire, mais quelque chose dans cette ouverture m'attirait irrésistiblement. Lentement, je me suis approché, essayant de ne faire aucun bruit. J'ai regardé à l'intérieur. Ce que j'ai vu m'a complètement horrifié. Se trouvait la reine Élisabeth, dans une pièce qui ressemblait à un espace privé. Mais ce qu'elle faisait était impossible à décrire sans paraître fou. Devant un grand miroir, elle retirait ce qui semblait être sa peau. Ce n'était pas comme quelqu'un qui enlève un vêtement ou un objet mécanique. La peau se détachait comme un manteau fin, révélant quelque chose qui n'était pas humain. Sous cette apparence parfaite que le monde entier connaissait, il y avait une créature reptilienne. Sa véritable peau était écailleuse, avec une texture brillante et verdâtre qui reflétait la lumière d'une manière presque surnaturelle. Ses yeux, libérés de leur masque humain, brillaient d'un jaune intense, avec des pupilles verticales qui ressemblaient à celles d'un serpent. Sa bouche, ou plutôt sa mâchoire, s'allongeait pour révéler des dents acérées comme des lames. Mon esprit a tenté de rationaliser ce que je voyais, mais il n'y avait aucune explication logique. C'était comme si la réalité elle-même s'était brisée devant mes yeux. La créature que le monde connaissait sous le nom de Reine Élisabeth n'était pas humaine. Je devais partir immédiatement, mais je n'ai pas pu bouger. Mon corps était paralysé par le choc, mes muscles figés entre la peur et l'incrédulité. Pendant quelques secondes qui m'ont semblé des heures, je suis resté là, à observer. Puis elle s'est arrêtée. La créature a tourné lentement la tête dans ma direction. Même avec la porte entre nous, j'ai senti ses yeux jaunes percer l'obscurité où je me trouvais. Mon cœur s'est emballé. Et un frisson que je n'avais jamais ressenti auparavant a parcouru tout mon corps. Je n'avais besoin d'aucun autre avertissement pour partir. Je suis sorti rapidement, essayant de contrôler ma respiration, mais avec mon cœur battant si fort, j'avais l'impression que tout le palais pouvait l'entendre. À partir de ce moment, le doute n'existait plus. Quelque chose était profondément anormal dans la monarchie, et je le savais désormais de manière terrifiante. Cette même nuit,
Après ce que j'avais vu, mon esprit était en miettes. Je marchais dans les couloirs comme un fantôme, essayant de paraître normal, mais à l'intérieur, ma tête était un tourbillon de questions et de peur. Chaque détail de cette vision de la reine, la peau reptilienne, les yeux brillants, les dents acérées, repassait en boucle dans mon esprit comme un film. En essayant de digérer tout ça, je décidai de m'éloigner dans un coin isolé pour reprendre mon souffle. Mais je n'ai pas eu le temps de réfléchir. Avant que je puisse organiser mes pensées, une voix m'a sorti de ma torpeur. « Tu as vu quelque chose que tu n'aurais pas dû voir, n'est-ce pas ?» Je me retournai immédiatement. C'était Thomas, l'un des gardes les plus anciens du palais, avec près de 30 ans de service. Il était connu pour être sérieux et discret, le genre de personne qui évitait les discussions inutiles. Mais ce soir-là, il y avait quelque chose de différent dans son attitude. Ses yeux étaient fixés sur moi, et son expression mélangeait compassion et inquiétude. Ma première réaction fut de nier. « Je ne sais pas de quoi tu parles, murmurai-je, essayant de paraître convaincant. Mais il secoua la tête lentement, comme s'il connaissait déjà la vérité. « Pas besoin de mentir, dit-il d'un ton calme, mais troublant. J'ai déjà vu ce regard. » Ma respiration s'intensifia et je me sentais exposé, comme s'il pouvait lire dans mes pensées. Avant que je ne puisse répondre, il fit un pas en avant et continua. « Écoute-moi bien, il y a des choses ici qui nous dépassent, des choses que tu ne comprendras jamais. J'ai déjà vu d'autres comme toi, curieux, qui voulaient en savoir plus. Tu sais ce qui leur est arrivé ?» Il fit une pause, laissant le silence peser entre nous. Puis, d'une voix encore plus basse, il murmura « Ils ont disparu. Pour toujours. » Ces mots m'ont glacé. Il me mettait en garde, mais pas comme un ami le ferait. C'était plus un avertissement de quelqu'un qui savait ce qu'il risquait. « Tu crois qu'ils ont été transférés, rétrogradés ?»« Non, gamin. Personne n'a jamais entendu parler d'eux après ça. » Mes jambes tremblaient. Je voulais poser des questions, mais ma gorge était sèche. Thomas s'approcha encore plus et plongea son regard dans le mien. Ses yeux, habituellement fatigués, étaient maintenant remplis d'une intensité que je n'avais jamais vue. « Ne tente jamais d'être un héros, » dit-il, presque en chuchotant. « Quoi que tu aies vu, fais comme si de rien n'était. Fais ton boulot, garde la bouche fermée et prie pour qu'il t'oublie. » Puis il s'éloigna, me laissant seul avec le poids de ses paroles. Elles résonnaient dans ma tête alors que j'essayais de comprendre ce que je devais faire. Il était clair que Thomas en savait bien plus qu'il ne voulait l'admettre, mais il était tout aussi évident qu'il avait peur. Une peur profonde, celle qui pousse quelqu'un au silence pendant des décennies. Je restais là un long moment, essayant de décider si je devais suivre son conseil ou prendre le risque d'en savoir davantage. Mais au fond de moi, je savais qu'il avait raison. Ce que j'avais vu n'était pas quelque chose qu'on pouvait oublier. Mais tenter de lutter contre cela pourrait m'amener au même destin que les autres curieux. Disparaître totalement. Peu de temps après l'avertissement sombre de Thomas, j'ai reçu une nouvelle affectation. C'était inhabituel, presque déconcertant, d'être transféré pour patrouiller une zone souterraine, et ce, sans aucune explication. À ce moment-là, j'ai su que quelque chose n'allait pas. Les gardes étaient rarement déplacés vers ces endroits, et les rares fois où j'en avais entendu parler, c'était toujours entouré de silence et de mystère. Mon nouveau travail semblait simple, du moins sur le papier. Je devais parcourir de longs couloirs vides, vérifier que les portes étaient bien fermées, et ne jamais poser de questions. Les consignes étaient claires, presque glaciales. Faites votre tour et restez concentrés. Ne vous mêlez de rien. Très vite, j'ai compris que cet endroit était bien plus qu'un simple couloir. À chaque fois que je descendais dans cette zone, une sensation de malaise m'envahissait. Le corridor avait quelque chose de familier. Rappelant l'autre zone souterraine que j'avais explorée auparavant, celle où j'avais vu les paquets de viande et les noms que je n'arrivais pas à oublier. Les portes étaient similaires, en métal lourd, avec de petites ouvertures grillagées. Mais cet endroit avait quelque chose de différent. Les murs étaient faits de pierres anciennes, parfois recouverts de mousse, et l'air était humide et glacial. L'éclairage était minimal, des ampoules jaunâtres vacillant parfois comme si elles allaient s'éteindre. Chaque pas que je faisais résonnait, l'écho s'étirant étrangement, comme si le couloir était plus grand qu'il n'y paraissait.
Un jour, pendant une de ces patrouilles, un bruit inhabituel me fit m'arrêter. Ce n'était pas le bourdonnement habituel des machines. C'était un son faible mais distinct. Des murmures. Des voix traînantes semblant venir d'une langue que je ne reconnaissais pas. Mon premier réflexe fut d'ignorer et de continuer mon chemin. Je savais que c'était ce que je devais faire. Mais quelque chose en moi, peut-être la curiosité, peut-être un instinct étrange, m'a poussé à suivre le son. En m'approchant, les murmures se sont faits plus clairs. Ils provenaient d'une grande salle dont la porte était entr'ouverte. Une lumière chaude et vacillante, comme celle de flammes, s'en échappait. Mon cœur s'est mis à battre si fort que j'avais l'impression qu'on pouvait l'entendre à des kilomètres. Je me suis collé au mur et avec précaution, j'ai regardé à travers la fente de la porte. Ce que j'ai vu a fait disparaître le monde autour de moi. À l'intérieur, une grande table centrale était entourée de figures qui n'étaient pas humaines. C'étaient des membres de la famille royale, mais pas comme le monde les connaissait. Tous étaient dans leur forme reptilienne. Leur peau écailleuse brillait sous la lumière des bougies, reflétant des tons dorés et verts. Leurs yeux, jaunes avec des pupilles verticales, semblaient percer l'obscurité. Leurs mâchoires allongées, pleines de dents acérées, bougeaient alors qu'ils récitaient quelque chose dans une langue gutturale et ancienne, qui ne semblait pas venir de ce monde. Au centre du cercle, un homme était attaché à une structure en pierre. Il était vivant, mais son corps restait immobile, comme s'il avait déjà accepté son sort. Ses yeux étaient grands ouverts, remplis d'une terreur pure, tandis que des symboles complexes et précis étaient tracés autour de lui sur le sol. Des bougies de taille variée illuminaient la scène, projetant des ombres dansantes sur les murs. Puis, cela arriva. L'un des reptiliens, qui semblait être la reine elle-même sous sa forme véritable, s'approcha avec un objet brillant dans la main. D'un mouvement rapide et précis, le sacrifice fut accompli. L'homme cessa de bouger et un silence lourd emplit la pièce. Un silence presque tangible qui sembla durer une éternité. Mais le pire était encore à venir. Après quelques secondes, les reptiliens commencèrent à bouger autour du corps. Un par un, ils s'approchèrent tels des prédateurs autour de leur proie. Ils commencèrent à consommer des parties du corps avec une précision chirurgicale. Ce n'était pas un simple repas. C'était un rituel, un acte chargé d'une énergie sombre et ancestrale. Je voulais fuir, crier, mais mon corps refusait d'obéir. J'étais figé, pris au piège par l'horreur de cette scène. La seule chose que je pouvais faire était de respirer lentement, silencieusement, pour ne pas attirer l'attention. La scène dura plusieurs minutes, ou peut-être des heures. Le temps n'avait plus de sens. Quand je parvins enfin à reculer, chaque pas me sembla incroyablement lourd. Mes jambes tremblaient et mon esprit était en état de choc. Je quittais ce couloir en sachant que je ne serais plus jamais le même. Après avoir assisté à ce rituel macabre, tout a commencé à prendre sens. La famille royale britannique, si vénérée et respectée dans le monde entier, ne maintenait pas son pouvoir uniquement par la politique ou des traditions séculaires. Ce pouvoir provenait de quelque chose de bien plus ancien, de bien plus sombre. Il ne gouvernait pas seul. Il y avait une force supérieure, une connexion avec quelque chose qui dépassait notre monde, qui assurait leur longévité, leur influence et leur domination mondiale. Ce rituel que j'avais vu n'était pas un événement isolé. C'était une partie d'un pacte, un accord ancien qui utilisait des vies humaines comme monnaie d'échange. Les sacrifices n'étaient pas de simples actes de violence, mais des rituels soigneusement planifiés pour maintenir ce pacte actif et renforcer leur pouvoir. La chair et le sang des victimes n'étaient pas consommés par simple instinct animal, mais comme une étape clé d'un cycle énergétique qui semblait nourrir les reptiliens et, d'une certaine manière, leur permettre de maintenir leur emprise sur l'humanité. Dans les semaines qui ont suivi, ma curiosité s'est transformée en obsession. Pendant mes rondes, j'ai commencé à explorer les couloirs souterrains avec plus attention, en veillant toujours à ne pas être suivi. Lors d'une de ces investigations, je suis tombé sur un dossier dissimulé dans une pièce qui n'était pas verrouillée. Les documents que j'ai trouvés étaient comme les pièces d'un puzzle. Beaucoup étaient écrits en code ou dans des langues anciennes que je ne pouvais pas totalement déchiffrer,
mais les parties que je comprenais étaient suffisantes pour me terrifier. Il y avait des mentions d'une organisation supérieure, une entité opérant dans l'ombre pour garantir que le pacte soit respecté. Les mots « équilibre » et « préservation » revenaient sans cesse, accompagnés de diagrammes et de cartes montrant des points stratégiques à travers le monde. Ce qui m'a frappé, c'est que beaucoup de ces lieux correspondaient à des centres de pouvoir, des capitales, des grandes banques internationales et même des sites riches en ressources naturelles. Un document en particulier a attiré mon attention. Il faisait référence à une entité appelée Conseil des Anciens. Une sorte de comité qui semblait superviser le pacte et coordonner les actions nécessaires pour le maintenir. Les reptiliens de la monarchie n'étaient pas seuls. Ils faisaient partie d'un réseau beaucoup plus vaste, une organisation qui manipulait les événements mondiaux, des guerres aux crises financières, pour façonner le monde selon leurs intérêts. Plus je lisais, plus il devenait évident que la monarchie n'était que la façade visible de quelque chose d'infiniment plus sinistre. La longévité de la reine et le pouvoir de la famille royale n'étaient pas le fruit d'une simple bonne santé ou d'une politique astucieuse. Ils étaient littéralement alimentés par ce pacte, chaque vie sacrifiée, contribuant à soutenir leur structure de pouvoir pendant des décennies. Une note griffonnée sur l'un des papiers semblait tout résumer. Le trône et l'autel. Le sang est la clé. C'est à ce moment-là que j'ai compris que la monarchie britannique était bien plus qu'une institution gouvernementale ou une relique historique. Ils étaient les gardiens d'un pacte sombre, conclu il y a des siècles et qui continue de façonner le destin de l'humanité aujourd'hui. Ce n'était pas seulement une affaire britannique. C'était mondial. Leur pouvoir dépassait les frontières d'un seul pays. Ils faisaient partie d'un réseau qui manipulait les nations, contrôlait les économies et influençait le cours de l'histoire. Après cette découverte, ma vision du monde a radicalement changé. Chaque décision politique, chaque crise, chaque événement semblait être lié à ce pacte. Tout faisait partie d'un jeu dont nous, humains ordinaires, ignorions l'existence. Même après avoir découvert tant de choses terrifiantes au sein du palais de Buckingham, je ne pouvais tout simplement pas partir. Ce n'était pas comme si je pouvais rendre mon uniforme et sortir par la grande porte. Non, ça ne fonctionnait pas comme ça. J'en savais trop. Et dans cet endroit, savoir trop de choses était une condamnation. Les jours qui ont suivi mes découvertes ont été les plus tendus de ma vie. Chaque mouvement que je faisais était soigneusement calculé. Chaque mot pesé avec précaution. Je savais que le moindre faux pas pourrait me mettre dans le viseur de ceux qui contrôlaient tout là-bas. J'ai compris que la seule façon de survivre était de jouer le jeu. Je devais devenir invisible, un soldat silencieux et obéissant, quelqu'un qui ne suscitait aucune attention. C'est ainsi que j'ai commencé à travailler chaque jour. Je me suis efforcé de devenir un garde exemplaire, exécutant mes tâches à la perfection. Je suivais les ordres sans poser de questions, évitais les conversations inutiles et gardais la tête baissée. Cela m'a transformé en l'un des gardes les plus fiables du palais. Aux yeux de tous, j'étais simplement un employé dévoué. Mais à l'intérieur, j'étais un homme brisé, luttant pour cacher la terreur que je portais en moi. La peur était ma compagne constante. Ce n'était pas seulement une peur pour moi-même. C'était une peur pour ma famille. Je savais que si je quittais cet endroit et tentais de révéler ce que j'avais vu, il ne viendrait pas seulement après moi. Il s'en prendrait aux personnes que j'aimais. Cette pensée était insupportable. J'ai pris une décision irrévocable. Je suivrai les conseils des gardes plus anciens. Je n'enquêterai plus. J'en avais déjà vu suffisamment, bien plus que ce qu'un humain aurait dû voir. Il n'y avait plus de place pour la curiosité ou les questions. C'est ainsi que je suis devenu prisonnier de ma propre peur. J'ai travaillé dans cet endroit pendant des années, avalant chaque cri d'indignation, étouffant chaque souvenir qui revenait me hanter. Chaque jour, je me convainquais que c'était la seule option que j'avais. Mais cela ne signifiait pas que c'était facile. Le poids de ce que je savais était toujours là. Pendant les longues heures de garde, mon esprit retournait souvent à ces couloirs souterrains, à ces paquets de viande portant des noms de personnes disparues, aux prisonniers que j'avais vus traîner par les hommes en noir.
Chacune de ces images était gravée dans ma mémoire comme des cicatrices. Il y avait des moments où je devais réprimer des nausées en passant près des membres de la famille royale. Savoir ce qu'ils étaient vraiment, ce qu'ils faisaient, rendait impossible de les voir comme la plupart des gens les voyaient. Ils n'étaient pas des symboles de stabilité ou de tradition. Ils étaient des monstres. Mais je devais cacher cela. Toujours. Ce furent des années de travail forcé par la peur. Chaque jour était plus lourd que le précédent. Je vivais avec cette sensation constante d'être observé, comme si quelqu'un attendait que je fasse une erreur. Chaque fois que j'entendais qu'un garde avait été transféré ou rétrogradé, je savais que cela pourrait m'arriver à tout moment. Mais survivre là-bas signifiait accepter. Accepter le silence, accepter le poids, accepter que je ne pourrais jamais rien changer. C'était comme vivre dans une cage invisible, où chaque décision que je prenais était motivée par la peur de tout perdre. Le temps a passé ainsi. Je suis devenu bon pour faire semblant, bon pour me mentir à moi-même en me disant que je faisais ce qu'il fallait, que je protégeais ma famille et assurais ma survie. Mais, au fond de moi, je savais que je payais un prix beaucoup trop élevé pour ce silence. Lorsque j'ai pris ma retraite de la garde royale, en 2003, ma priorité absolue était d'essayer d'oublier. Enterrer toutes les mémoires accumulées dans les couloirs et sous-sols du palais de Buckingham était, selon moi, la seule façon de continuer à vivre. Mais ce n'était pas aussi simple. Même loin de cet endroit, les cauchemars me poursuivaient. Pourtant, je m'étais convaincu que si je restais silencieux et évitais de trop y penser, je pourrais échapper à tout cela pour toujours. Puis, presque 2 décennies plus tard, la nouvelle est tombée. La reine Élisabeth était décédée. C'était en septembre 2022. Le monde entier était en deuil et les télévisions, journaux et radios ne parlaient que de cela. Mais pour moi, cette annonce a éveillé autre chose que de la tristesse. C'était un avertissement, un signe que le cycle était loin d'être terminé. J'ai regardé les funérailles avec un mélange de curiosité et d'appréhension. Je sentais que je devais observer les détails, même si je savais que cela risquait de raviver des souvenirs que j'avais tenté d'enterrer. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Dès le début de la cérémonie, quelque chose m'a paru différent. Les gestes et les symboles utilisés pendant les funérailles ont réveillé des souvenirs enfouis. Les expressions solennelles des membres de la famille royale, les pas minutieusement chorégraphiés, et même les angles des caméras qui retransmettaient l'événement semblaient étrangement familiers. Il y avait quelque chose dans les mouvements des participants qui dépassait la simple solennité traditionnelle. Les rangées de garde, les marches rythmées et les pauses calculées me rappelaient les rituels que j'avais vus dans les sous-sols du palais. Chaque pas, chaque regard, chaque mot prononcé semblait chargé d'un sens caché, un écho du pacte qui liait la monarchie à ses forces obscures. J'ai porté une attention particulière aux drapeaux, aux emblèmes et aux décorations. À un moment donné, la caméra a zoomé sur un symbole brodé sur l'un des étendards. Mon cœur s'est arrêté une fraction de seconde. J'avais déjà vu ce motif, gravé sur les portes métalliques des couloirs souterrains. C'était un symbole que je ne comprenais pas totalement à l'époque, mais qui maintenant semblait me fixer comme un rappel de tout ce que je savais. Même les discours, soigneusement rédigés, avaient une tonalité étrange. Ils allaient au-delà des simples hommages. Les mots choisis semblaient empreints d'un poids inhabituel, presque rituel, comme s'ils avaient été répétés pour accomplir un objectif que seuls quelques initiés pouvaient comprendre. À cet instant, j'ai réalisé que le pacte ne s'était pas terminé avec la mort de la reine. Au contraire, il était réaffirmé. Les gestes et les symboles n'étaient pas de simples traditions. C'étaient des déclarations, des messages codés pour ceux qui savaient comment les interpréter. Mon esprit a replongé dans les rituels que j'avais observés dans les sous-sols. Les reptiliens récitant des paroles dans une langue ancienne, les symboles tracés au sol, les bougies méticuleusement disposées. Tout cela était reflété de manière dissimulée dans ces funérailles que le monde entier regardait. C'est alors que j'ai compris, la mort de la reine ne marquait pas la fin de quoi que ce soit. C'était une transition. Et le nouveau roi, Charles, semblait prêt à assumer son rôle, garantissant que le pacte reste intact et que le cycle continue.
Ce jour-là, je me suis retrouvé à nouveau comme ce jeune garde curieux et effrayé, témoin de quelque chose que je n'aurais jamais dû voir. Et tout comme à l'époque, j'étais paralysé, incapable de réagir, conscient que j'étais face à quelque chose de bien plus grand que ce que je pouvais comprendre. Aujourd'hui, en écrivant ces mots, je suis conscient que ce témoignage pourrait être le dernier. Je ne peux plus garder le silence. J'ai passé des années à essayer d'enterrer mes souvenirs, à me convaincre que je pourrais mener une vie normale en oubliant simplement ce que j'ai vu. Mais la vérité ne disparaît pas, et le poids de tout ce que je sais est devenu insupportable. Il y a une chose que vous devez comprendre. La monarchie n'est pas ce qu'elle semble être. Elle n'est pas juste un symbole de tradition et de continuité. Derrière cette façade impeccable, il y a une obscurité profonde. Quelque chose qui dépasse tout ce que nous imaginons à propos du pouvoir et du contrôle. Les créatures qui règnent sous cette couronne ne sont pas humaines. Et leurs intentions vont bien au-delà de maintenir le Royaume-Uni uni ou stable. Chaque geste, chaque discours, chaque événement lié à la monarchie est connecté à quelque chose de bien plus grand et de plus sombre. La vérité, c'est que l'avenir du Royaume-Uni, peut-être du monde entier, est entre les mains de ces créatures reptiliennes. Elles manipulent nos vies sans que nous nous en rendions compte. Et ce qui alimente leur pouvoir, c'est précisément notre ignorance. Je sais que révéler cela pourrait me coûter tout. Je sais qu'ils ne permettront pas à quelqu'un comme moi, qui a vu ce que j'ai vu, de continuer à vivre librement. Mais peu m'importe désormais. Le monde doit savoir. Vous devez savoir. Ce témoignage n'est pas une théorie du complot, ni une tentative d'attirer l'attention. C'est un avertissement, peut-être le dernier que j'aurai la chance de donner. Ne faites pas aveuglément confiance à une institution qui semble intouchable. Les apparences peuvent être soigneusement construites pour dissimuler la réalité. Et la réalité, dans ce cas, est plus terrifiante que n'importe quel cauchemar que vous avez pu avoir. Ce qui est en jeu dépasse largement ma personne, la vôtre, ou celle de n'importe qui. Ces créatures agissent dans l'ombre, mais elles dépendent d'une seule chose pour continuer. Notre silence et notre acceptation. Briser ce silence est le premier pas pour mettre fin au cycle.